Le réveil sonna à 8h30 ce matin de Noël. Léa Dubois étira ses bras dans son petit studio parisien, un sourire aux lèvres. À 23 ans, elle touchait enfin au but, dans 6 mois, elle obtiendrait son diplôme d'architecture. Et hier, miracle de Noël, elle avait reçu la confirmation de son stage chez Norman Foster à Londres. Elle attrapa son téléphone, impatiente de partager cette joie avec sa famille à Lyon. 3 messages non lus de son père adoptif, Michel Dubois. Son cœur se serra d'inquiétude. Léa, nous avons vendu tes affaires, voiture, ordinateur, bijoux. Camille a besoin de cet argent pour ses études de médecine. Tu devrais être reconnaissante, sans nous, tu serais encore dans un foyer. Léa relut le message 3 fois, certaine d'avoir mal compris. Sa voiture héritée de sa grand-mère biologique? Ses économies investies dans cet ordinateur professionnel? Ses bijoux de valeur sentimentale? Le deuxième message la glaça davantage. Ah, et tu vas signer une caution de 30 000 € lundi. Camille échoue ses examens et doit redoubler dans une école privée. C'est le moins que tu puisses faire pour ta vraie famille. Ses mains tremblaient. 30 000 €? Elle qui survivait avec 400 € par mois après son loyer? Elle qui travaillait les week-ends dans un café pour payer ses fournitures d'école? Le troisième message, envoyé par sa mère adoptive, lui porta le coup fatal. Léa, ton père a raison. Camille est notre fille biologique. Toi, tu nous as assez coûté. Il est temps de rendre. Les mots dansaient devant ses yeux. 20 ans d'amour familial s'effritaient en quelques lignes cruelles. Elle qui avait toujours cru être leur fille au même titre que Camille. Elle qui les remerciait chaque jour de l'avoir adoptée à 3 ans. Ses doigts tapèrent une réponse tremblante. Je ne signerai rien. Je ne suis pas votre esclave. La réponse arriva en moins de 2 minutes. Alors tu n'es plus notre fille. Récupère tes affaires avant jeudi, on change les serrures. Et ne compte plus sur nous pour ton héritage. Léa laissa tomber son téléphone. Le silence de son studio lui parut assourdissant. Dehors, les cloches de Noël sonnaient joyeusement, contrastant avec l'effondrement de son monde intérieur. Elle s'habilla mécaniquement et sortit dans les rues désertes de Paris. Les vitrines scintillaient de mille feux, les familles se dirigeaient vers leurs réunions festives. Elle venait de perdre la sienne en quelques messages. Dans un café ouvert, elle commanda un chocolat chaud qu'elle ne but pas. Comment avait-elle pu être si naïve? Les signes étaient là, les remarques sur son côté italien, qu'il trouvait trop passionné, leurs commentaires sur sa chance d'avoir été adoptée, leur favoritisme constant envers Camille. Mais ce qui la blessait le plus, c'était cette phrase, Camille est notre fille biologique. Comme si elle, Léa, n'était qu'une étrangère hébergée par charité. Son téléphone vibra. Un message de Camille. Léa, je suis désolée. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Elle éteignit son téléphone sans répondre. À quoi bon? Le mal était fait. En ce jour de Noël qui devait être le plus beau de sa vie, elle découvrait qu'elle n'avait jamais eu de vraie famille. La neige commençait à tomber sur Paris. Léa ferma les yeux et prit une décision qui changerait sa vie, elle allait découvrir qui elle était vraiment, sans les Dubois. Le lendemain matin, Léa fit ses comptes avec l'amertume de la réalité. Son compte bancaire affichait 127 €. Les Dubois avaient vidé son livret d'épargne alimenté pendant 5 ans, 8 400 € volatilisés. Sa voiture, vendue sans son accord. Ses bijoux, ses économies, tout avait disparu comme par magie. Elle fouilla frénétiquement dans sa petite armoire, cherchant ses papiers administratifs. Au fond d'une vieille boîte, ses doigts touchèrent une enveloppe jaunie qu'elle n'avait jamais vue. L'entête officielle la fit frissonner, aide sociale à l'enfance, confidentielle. D'une main tremblante, elle déchira l'enveloppe scellée depuis 20 ans. Une lettre manuscrite en tombait, accompagnée de documents officiels et d'une photographie noir et blanc. Mademoiselle Dubois, nous vous informons que votre mère biologique, Elena Rossi, architecte de nationalité italienne, est décédée dans un accident de voiture le 15 mars 2003. Conformément à ses dernières volontés, un héritage vous attend à votre majorité. Léa s'effondra sur son lit. Elena Rossi. Sa vraie mère n'était pas la femme sans visage qu'elle imaginait,
abandonnant son bébé par égoïsme. C'était une architecte, comme elle rêvait de le devenir. Une femme qui était morte, qui ne l'avait jamais abandonnée. La photographie révélait un visage d'une beauté saisissante. Les mêmes yeux noirs, le même sourire en coin, les mêmes mains fines. Léa se regardait dans un miroir temporel. Les documents suivants la stupéfièrent davantage. Elena avait légué à sa fille unique une somme considérable, des propriétés en Toscane, et surtout, elle avait créé une fondation pour jeunes architectes défavorisés. Tout cela géré par un cabinet italien jusqu'à la majorité de Léa. Mais pourquoi n'avait-elle jamais rien su? Un carton d'archives familiales traînait sous son lit. Elle le vida entièrement, cherchant des indices. Au fond, une facture de serrurier datée de 2003 attira son attention. Les Dubois avaient changé leur serrure juste après son adoption. Puis d'autres factures, travaux de rénovation, voyages coûteux, l'école privée de Camille. Un horrible soupçon germa dans son esprit. Elle composa le numéro indiqué sur la lettre officielle. Une voix masculine répondit en italien, puis en français avec un accent chaleureux. Pronto? Cabinet Rossi, Marco à l'appareil. Bonjour, je suis Léa Dubois. Enfin, je crois que je suis Léa Rossi. Ma mère était Elena. Un silence. Puis une exclamation étouffée. Madonna mia. Léa? Ma petite Léa? Nous te cherchons depuis 15 ans. Les mots se bousculaient dans sa tête. Marco expliqua d'une voix émue qu'il était son oncle, le frère d'Elena. Que la famille italienne n'avait jamais cessé de la chercher. Que les Dubois avaient coupé tout contact et prétendu qu'elle ne souhaitait pas connaître ses origines. Ils ont menti, Léa. Surtout. Elena t'aimait plus que sa propre vie. Elle avait tout prévu pour ton avenir. Léa raccrocha, les jambes coupées. 20 ans de mensonges s'écroulaient d'un coup. Les Dubois ne l'avaient pas sauvée d'un orphelinat. Ils l'avaient volée à sa vraie famille. Ils avaient touché son héritage, vécu grassement de son argent, et maintenant ils la jetaient comme un Kleenex usagé. Cette révélation la brûlait de l'intérieur, mais étrangement, elle se sentait aussi libérée. Elle n'était pas l'orpheline reconnaissante qu'il lui avait fait croire. Elle était Léa Rossi, fille d'Elena Rossi, héritière d'un rêve architectural et d'un amour maternel authentique. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit vraiment. Les Dubois pensaient l'avoir détruite. Ils venaient de lui rendre sa véritable identité. 2 jours plus tard, Marco Rossi poussa la porte du petit café parisien où Léa l'attendait. Grand, élégant, la cinquantaine rayonnante, il avait les mêmes yeux noirs qu'elle. Dans ses bras, une mallette de cuir et un sourire qui réchauffait l'âme. Il la serra contre lui comme s'il retrouvait une fille perdue. Léa sentit pour la première fois de sa vie ce qu'était un amour familial sans condition. « Tu ressembles tellement à Elena, murmura-t-il en italien. Même détermination, même feu dans le regard. » Marco ouvrit sa mallette et en sortit une épaisse chemise. Les documents qu'il étalait sur la table faisaient trembler les mains de Léa. Compte bancaire, acte de propriété, certificat d'investissement. Des chiffres qui dépassaient ses rêves les plus fous. 340 000 € sur les comptes bloqués. 2 maisons en Toscane. Et surtout, la fondation Elena Rossi pour jeunes architectes défavorisés, qui rapporte chaque année des dividendes conséquents. Léa n'arrivait pas à réaliser. Elle qui survivait avec 127 € découvrait qu'elle était riche. Mais Marco n'avait pas fini. Les Dubois ont touché pendant 20 ans les allocations d'adoption majorées, plus une pension spéciale de 2 500 € mensuels que ta mère avait mise en place. Au total, ils ont détourné plus de 600 000 €. La colère monta en elle comme une vague brûlante. 600 000 € volés. 20 ans de mensonges. Sa vraie famille qui la cherchait pendant que profitait de son héritage. Pourquoi maintenant? Pourquoi me jette-t-il maintenant? Marco soupira, sortant d'autres documents. Parce que tu atteins tes 24 ans dans 3 mois. L'âge limite où nous aurions pu légalement récupérer la tutelle de ton héritage. Il panique. Léa comprenait enfin leur stratégie diabolique. La faire signer ce prêt de 30 000 €, c'était pour la compromettre légalement et garder le contrôle. L'exclure de la famille, c'était pour éviter qu'elle découvre la vérité. Mais elle l'avait découverte.
Je peux récupérer tout cet argent immédiatement? Oui, mais... Marco hésita. Léa, ta mère était une femme exceptionnelle. Elle a écrit une lettre pour toi, à ouvrir le jour où tu connaîtrais la vérité. Il lui tendit une enveloppe scellée à la cire rouge. D'une écriture fine, Elena avait écrit, à ma fille Léa, le jour où elle découvrira qui elle est vraiment. Les mots d'Elena la bouleversèrent. Sa mère avait tout prévu, même sa propre mort prématurée. Elle suppliait sa fille de ne pas laisser l'argent définir sa valeur, de construire sa force par elle-même avant de profiter de l'héritage. Sois plus forte que moi, ma chérie. Prouve-toi d'abord qui tu es sans cet argent. Ensuite, utilise-le pour changer le monde. Léa releva la tête, une détermination nouvelle dans les yeux. Marco, je veux récupérer seulement de quoi survivre dignement. Le reste attendra. Je vais d'abord réussir par moi-même. Son oncle sourit, ému. Tu es bien la fille d'Elena. Mais Léa, il y a autre chose. Un jeune avocat français m'a contacté. Il enquête sur les Dubois pour d'autres affaires similaires. Tu n'es peut-être pas leur seule victime. Le nom d'Antoine Mercier était griffonné sur un papier. Un numéro de téléphone. Une nouvelle piste vers la justice. Léa rangea précieusement tous les documents. Pour la première fois depuis ce Noël maudit, elle se sentait armée pour se battre. Elle n'était plus une orpheline abandonnée. Elle était l'héritière d'Elena Rossi, et elle allait récupérer bien plus que de l'argent. Elle allait récupérer sa dignité. Le cabinet d'Antoine Mercier respirait la réussite discrète. Parquet ciré, bibliothèque de droit imposante, et derrière le bureau d'Acajou, un homme de 29 ans aux yeux perçants qui étudiait le dossier de Léa avec une concentration troublante. Mademoiselle Rossi, dit-il en relevant la tête. Oui, j'utilise votre vrai nom. Les Dubois ont fait exactement la même chose à 4 autres familles. Léa sentit son sang se glacer. 4 autres enfants adoptés, 4 autres héritages détournés, 4 autres vies brisées par ces prédateurs en costume. Antoine fit glisser des photos sur son bureau. Julien, 26 ans, dépossédé de l'héritage de ses grands-parents bretons. Sophie, 24 ans, privée de la fortune léguée par sa mère artiste. Martin et Clara, jumeaux de 22 ans, spoliés de leur patrimoine familial alsacien. Ils opèrent depuis 15 ans. Ils repèrent des enfants orphelins avec des héritages conséquents, falsifient les documents d'adoption, coupent les liens avec les vraies familles, et encaissent pendant des années. Le schéma diabolique se dessinait clairement. Les Dubois n'étaient pas des parents adoptifs aimants devenus cupides. C'étaient des escrocs professionnels déguisés en sauveurs d'enfants. Comment m'avez-vous trouvé? Par hasard. En défendant Julien, j'ai découvert que les Dubois avaient utilisé le même notaire véreux, les mêmes faux papiers. Votre oncle Marco m'a contacté quand il a commencé ses recherches. Antoine ouvrit un second dossier, plus épais. Mais Léa, il y a un problème. Ils sont malins. Ils ont toujours tout fait légalement en surface. Prouver la fraude sera compliqué sans aveu de leur part. Et comment obtenir ces aveux? Un sourire inquiétant traversa le visage d'Antoine. Vous allez leur tendre un piège. Faire semblant de vouloir vous réconcilier avec eux. Les enregistrer en train d'avouer leur crime. L'idée terrifiait et excitait Léa à la fois. Revoir ces gens qu'il avait trahis, leur mentir comme il lui avait menti, jouer leur jeu pour mieux les détruire. Son téléphone vibra. Un message de Camille, Léa, papa et maman parlent de toi. Ils ont peur. Ils disent que tu as découvert des choses. Je ne comprends rien. Appelle-moi, s'il te plaît. Léa montra le message à Antoine. Parfait. Votre sœur va être notre entrée. Elle ne sait rien, donc elle est innocente. Utilisez-la pour organiser une réconciliation familiale. Camille ne mérite pas ça. Elle a été manipulée comme moi. Justement. Si elle découvre la vérité sur ses parents, elle témoignera pour nous. Léa réfléchit intensément. 20 ans de mensonges, 600 000 euros volés, 4 autres vies détruites. Les Dubois méritaient de payer. Mais la méthode lui répugnait. Antoine sembla lire dans ses pensées. Léa, ces gens ne s'arrêteront jamais. Ils cherchent déjà d'autres victimes.
Vous n'êtes pas en train de vous venger, vous protégez de futurs enfants. Cette perspective changea tout. Elle ne se battait plus seulement pour elle, mais pour tous les orphelins que les Dubois pourraient encore exploiter. D'accord. Mais je veux que Camille soit protégée. Et je veux que tous les enfants récupèrent leur héritage. Marché conclu. Antoine lui tendit un petit appareil d'enregistrement discret. Organisez ce dîner de réconciliation. Faites-les parler de l'argent, des adoptions, de leurs méthodes. Une fois qu'on aura leurs aveux, ils s'effondreront comme un château de cartes. En sortant du cabinet, Léa observa son reflet dans une vitrine. Elle ne reconnaissait plus la jeune fille naïve du matin de Noël. À sa place se tenait une femme déterminée, armée de la vérité et prête à tout pour que justice soit rendue. Les Dubois avaient créé un monstre. Ils allaient le découvrir très bientôt. Une semaine plus tard, Léa composait le numéro de Camille, le cœur battant. L'appareil d'enregistrement d'Antoine était dissimulé dans son sac, prêt à capturer chaque mot de cette conversation cruciale. Camille ? C'est Léa. J'aimerais qu'on se parle. La voix de sa sœur adoptive trembla de soulagement. Léa. Oh mon Dieu, tu m'as tellement manqué. Papa et maman sont malades d'inquiétude depuis Noël. Ils regrettent tellement ce qui s'est passé. Mensonge. Les Dubois regrettaient seulement d'avoir été découverts. Mais Léa joua le jeu parfaitement. Moi aussi je regrette, Camille. J'ai réagi trop violemment. Après tout, vous êtes ma seule famille. Tu reviens à la maison ? Papa serait si heureux. Il dit qu'il a peut-être une solution pour tes problèmes d'argent. Bien sûr qu'il en avait une. Lui faire signer ce prêt maudit pour la compromettre définitivement. J'aimerais organiser un dîner de réconciliation. Samedi soir ? Je peux même apporter un cadeau de paix pour papa et maman. Camille accepta avec enthousiasme, ne soupçonnant pas qu'elle venait de programmer la chute de ses parents. Le samedi soir, Léa sonna à la porte de la villa des Dubois, une bouteille de champagne à la main et l'enregistreur activé dans sa poche. 20 ans qu'elle appelait cette maison « chez moi ». Ce soir, elle y entrait en territoire ennemi. Michel Dubois ouvrit la porte, le sourire forcé et les yeux méfiants. « Léa. Ma chérie. Comme tu nous as manqué. » Le baiser sur la joue lui donna envie de vomir, mais elle sourit bravement. « Papa. J'ai beaucoup réfléchi depuis Noël. Vous aviez raison sur tout. » Le dîner commença dans une ambiance faussement détendue. Camille rayonnait de bonheur, croyant sincèrement à cette réconciliation. Ses parents adoptifs, eux, restaient sur leur garde, cherchant à comprendre le jeu de Léa. Vers le dessert, elle lança l'hameçon. « Papa, j'ai une proposition à vous faire. J'ai hérité d'un petit quelque chose de ma famille biologique. Je voudrais vous donner 50 000 € pour vous remercier de m'avoir élevé. » Les yeux de Michel s'illuminèrent de cupidité. Sylvie, sa femme, se pencha vers elle avec un sourire rapace. « Ma chérie, c'est très généreux, mais tu sais, ton éducation nous a coûté bien plus que ça. » « Combien vous ai-je coûté exactement ? » Michel ricana, l'alcool déliait sa langue. « Oh, au moins 600 000 € en 20 ans. Entre l'école privée, les vacances, les vêtements, ton logement étudiant. Sans compter qu'on aurait pu placer cet argent et devenir vraiment riche. » Camille fronça les sourcils, troublée. « Quel argent, papa ? » Sylvie donna un coup de pied à son mari sous la table, mais le mal était fait. L'argent de sa vraie famille, évidemment. Tu crois qu'on adopte par charité ? Ces gens laissent toujours quelque chose derrière eux. Et bien sûr, continua Michel, de plus en plus imprudent, Léa n'était pas notre premier choix. Mais son dossier était le plus juteux. Sa mère italienne avait prévu large. Le sang de Léa ne fit qu'un tour, mais elle garda son calme. Vous avez fait ça avec d'autres enfants ? 4 ou 5, je ne compte plus, avoua Michel avec un haussement d'épaule. C'est un business rentable si on s'y prend bien. Couper les liens avec les vraies familles, falsifier quelques papiers, et hop. 20 ans de rente assurée. Camille était devenue livide. Papa, tu veux dire que Léa n'est pas vraiment ma sœur ? Que vous l'avez adoptée pour son argent ? Mais enfin, Camille. Tu le savais très bien.
Pourquoi crois-tu qu'on t'a toujours dit qu'elle nous devait tout? L'effondrement de Camille fit presque pitié à Léa. 22 ans de mensonges s'écroulaient d'un coup. Sa sœur adoptive découvrait que ses parents étaient des monstres et qu'elle avait grandi dans une maison bâtie sur la souffrance d'autres enfants. Léa se leva calmement. Merci pour ces aveux complets. L'enregistrement sera très utile au tribunal. Le silence qui suivit fut assourdissant. Michel et Sylvie réalisèrent leur erreur monumentale. Camille les regardait avec horreur et dégoût. Tu nous as piégés, balbutia Sylvie. Comme vous m'avez piégé pendant 20 ans. La différence, c'est que moi, je vais vous donner ce que vous méritez. Léa sortit de la maison sans se retourner. Derrière elle, elle entendait Camille crier sur ses parents, les traitant de monstres et de criminels. Justice était en marche. 3 mois plus tard, le palais de justice de Lyon bruissait d'une agitation inhabituelle. L'affaire Dubois avait fait la une de tous les journaux français. Le couple qui escroquait les orphelins, 20 ans de mensonges criminels, les faux parents adoptifs enfin démasqués, les titres s'étalaient sur tous les kiosques. Léa pénétra dans la salle d'audience, vêtue d'un tailleur noir élégant qui lui donnait une prestance naturelle. À ses côtés, Antoine ajustait ses dernières notes. Derrière eux, Marco était venu spécialement d'Italie pour assister au procès. Dans les gradins du public, les 4 autres victimes des Dubois et leurs familles retrouvées formaient un bloc solidaire. Face à elles, Michel et Sylvie Dubois avaient perdu leur superbe. Lui, autrefois si fier dans ses costumes de chef d'entreprise, semblait assez sur lui-même. Elle évitait soigneusement le regard de Léa, sachant qu'elle y lirait toute la vérité qu'elle avait niée pendant des années. Le président du tribunal ouvrit les débats d'une voix grave qui résonna dans le silence tendu. L'enregistrement du dîner de réconciliation fut diffusé intégralement. Dans la salle, on entendait distinctement la voix de Michel avouer avec désinvolture, 4 ou 5 enfants, c'est un business rentable si on s'y prend bien. Quelques personnes dans le public eurent des hauts le cœur face à tant de cynisme. Puis vint le tour des témoignages. Julien, le premier, raconta comment les Dubois avaient coupé tous ses liens avec sa famille bretonne pour s'approprier l'héritage de ses grands-parents. Sa voix se brisa quand il expliqua qu'il avait découvert que ses grands-parents avaient cherché à le contacter pendant 15 ans avant de mourir de chagrin. Sophie suivit, décrivant comment elle avait grandi en croyant que sa mère artiste l'avait abandonnée, alors qu'en réalité cette dernière lui avait légué une collection de toiles aujourd'hui estimée à plus de 400 000 €. Les Dubois avaient vendu ces œuvres une par une pour financer leur train de vie. Les jumeaux Martin et Clara témoignèrent ensemble, main dans la main. Ils avaient été séparés de leur famille alsacienne à l'âge de 6 ans. Leur oncle les avait retrouvés seulement l'année précédente, quand l'enquête d'Antoine avait éclaté au grand jour. Puis ce fut le tour de Léa. Elle s'avança à la barre avec une dignité qui impressionna toute l'assistance. Sa voix était claire, posée, sans trace de haine mais chargée d'une détermination inébranlable. Messieurs les juges, je ne suis pas ici pour demander vengeance, mais justice. Pendant 20 ans, j'ai cru être une orpheline sauvée par la bonté de cette famille. J'ai grandi dans la reconnaissance et la culpabilité de leur devoir tout. En réalité, j'étais leur victime, et ils ont volé bien plus que mon héritage. Ils m'ont volé ma véritable identité, ma vraie famille, et surtout l'amour de ma mère Helena qui était morte en me léguant tout son amour. Elle marqua une pause, le regard fixé sur les Dubois. Mais ce qui me révolte le plus, c'est qu'ils n'ont jamais cessé. Même après nous avoir détruits, ils cherchaient d'autres victimes. D'autres enfants vulnérables à exploiter. C'est pourquoi il faut que cette condamnation soit exemplaire. Un silence religieux accueillait ces mots. Dans les gradins, plusieurs personnes pleuraient ouvertement. Camille témoigna ensuite, et ce fut le moment le plus poignant du procès. Celle qui avait été la fille chérie des Dubois expliqua avec des sanglots dans la voix comment elle avait découvert que toute sa vie était construite sur la souffrance d'autres enfants. J'ai eu une enfance dorée financée par le vol et les larmes de mes frères et sœurs adoptifs. Mes parents m'ont appris à mépriser Léa, à la considérer comme une obligée alors qu'en réalité, c'est grâce à son argent que j'ai pu étudier dans des écoles privées. Je demande à toutes les victimes de me pardonner. Je n'étais qu'un instrument innocent de leurs crimes. Les avocats des Dubois tentèrent une défense pathétique, prétextant qu'ils avaient agi par amour, et que les enfants avaient été bien traités. Mais les preuves étaient accablantes, faux papiers,
compte bancaire détourné, correspondance interceptée, témoignages de complices. Le procureur requit 10 ans de prison ferme et la restitution intégrale de tous les biens détournés avec intérêt. Il qualifia leur système des « organisations criminelles déguisées en altruisme familial ». Quand vint l'heure du verdict, la salle était pleine à craquer. Journalistes, familles des victimes, défenseurs des droits de l'enfant, tous attendaient cette décision historique. Michel et Sylvie Dubois, vous êtes reconnus coupables d'escroquerie en bande organisée, de faux en écriture publique, d'abus de confiance aggravé et de séquestration morale de mineurs. Vous êtes condamnés à 8 ans de prison ferme et à la restitution de la totalité des sommes détournées, soit 2 300 000 €. Un tonnerre d'applaudissements explosa dans la salle. Léa ferma les yeux, sentant un poids immense quitter ses épaules. Justice était enfin rendue. En sortant du palais, elle retrouva toutes les autres victimes. Pour la première fois, ils se prenaient dans les bras, unis par cette victoire commune. Ils avaient gagné bien plus qu'un procès. Ils avaient récupéré leur dignité et leur vérité. 18 mois après le procès, Léa Rossi contemplait les collines dorées de Toscane depuis la terrasse de la villa que sa mère Elena avait construite. L'air embaumait la lavande et les oliviers centenaires bruissaient doucement dans la brise du soir. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment chez elle. Marco émergea de la maison, portant un plateau avec du prosecco et des antipasti préparés par sa femme Giulia. Allora, ma nipote, comment se sent la plus jeune lauréate du prix européen d'architecture durable? Léa sourit en caressant le trophée posé sur la table en marbre. Son projet révolutionnaire de logements écologiques intégrés au paysage toscan avait bouleversé le monde architectural. Les médias internationaux parlaient du « génie héréditaire » de la lignée Rossi. Mais ce qui la rendait le plus fière, c'était la lettre qu'elle venait de recevoir. La fondation Elena Rossi avait déjà aidé 50 jeunes architectes défavorisés à réaliser leurs rêves. Parmi eux, Julien construisait maintenant des maisons écologiques en Bretagne, et Sophie créait des centres culturels innovants dans les banlieues difficiles. Antoine arriva par le sentier de Cyprès, ses cheveux bruns ébouriffés par sa course matinale. En 18 mois, il était devenu bien plus qu'un avocat. Il dirigeait maintenant une association européenne de protection des enfants adoptés, financée en partie par l'héritage récupéré de Léa. « J'ai des nouvelles de Paris », annonça-t-il en l'embrassant tendrement. Camille vient d'obtenir son diplôme de photojournalisme. Son reportage sur les réseaux d'adoption illégale a remporté le prix Albert Londres. Léa hocha la tête avec fierté. Camille s'était reconstruite après le procès, transformant sa culpabilité en force militante. Elle exposait maintenant les crimes contre l'enfance dans le monde entier, utilisant son appareil photo comme une arme de vérité. « Et les Dubois » demanda Léa sans émotion particulière. « Toujours en prison. » Michel a tenté un recours qui a été rejeté. Sylvie suit une thérapie psychiatrique. Ils ont perdu leur maison, leurs biens, tout. Léa ne ressentait ni satisfaction ni pitié. Ces gens appartenaient désormais au passé. Son présent était ici, dans cette vallée toscane où sa mère avait grandi, où chaque pierre respirait l'amour familial authentique. Le téléphone d'Antoine sonna. Il décrocha avec un large sourire. C'est le ministre italien de la Culture. Léa, ils veulent que tu diriges le projet de reconstruction durable de la région des Abruzzes après le tremblement de terre. Une mission de cette envergure représentait le rêve de toute une carrière. Reconstruire une région entière selon les principes écologiques et humains qu'Elena avait développés 40 ans plus tôt. Léa sentit l'émotion la submerger. Dis-lui que j'accepte, mais à une condition, je veux que tous les architectes de la Fondation Elena participent au projet. Antoine transmit la condition, qui fut immédiatement acceptée. Dans 6 mois, Léa dirigerait la plus grande reconstruction écologique d'Europe, entourée de tous ces jeunes talents qu'elle avait aidé à émerger. Le coucher de soleil embrasait les vignobles quand Marco revint avec un vieil album photo. Il l'ouvrit délicatement, révélant des clichés jaunis d'Elena enfant, adolescente, puis jeune architecte révolutionnaire. Tu sais, Léa, ta mère disait toujours que les plus beaux bâtiments naissaient de la douleur transformée en beauté. Elle serait si fière de voir ce que tu as construit avec ta souffrance. Léa observa une photo d'Elena à son âge, devant ses premiers plans d'architecture. La ressemblance était saisissante, mais au-delà des traits physiques, elle reconnaissait cette même détermination dans le regard,
cette même passion créatrice qui l'animait. Antoine prit sa main, entremêlant leurs doigts. « Léa, j'ai quelque chose à te demander. » Il sortit une petite boîte de velours bleu de sa poche. À l'intérieur, une bague ancienne sertie d'une émeraude taillée en forme d'olivier. Cette bague appartenait à ma grand-mère. Elle aussi avait perdu sa famille très jeune et s'était reconstruite par l'amour. « Veux-tu m'épouser ?» Léa regarda cette bague qui symbolisait tant d'histoires de reconstruction et d'amour véritable. Elle pensa à Elena, à Marco, à tous ces gens qui l'avaient aimée sans condition, qui avaient cru en elle quand elle-même doutait. « Oui, Antoine. »« 1000 fois oui. » Le baiser qu'ils échangèrent était doux comme les figues de septembre et prometteur comme les premières pluies d'automne sur les oliviers. Plus tard dans la soirée, ils appelèrent tous leurs proches pour annoncer la nouvelle. Camille pleura de joie depuis Paris, Julien et Sophie organisèrent déjà la fête depuis leurs villes respectives, et même les jumeaux Martin et Clara promirent de venir d'Alsace avec leur propre fiancé. Cette famille qu'ils avaient reconstruite ensemble, cette famille choisie et non subie, était plus solide que toutes les fausses promesses des Dubois. En s'endormant dans les bras d'Antoine, bercée par le chant des grillons toscans, Léa pensa à ce matin de Noël qui avait tout détruit pour mieux tout reconstruire. Elle n'était plus cette jeune fille fragile et manipulée. Elle était Léa Rossi, architecte renommée, bienfaitrice, femme aimée et aimante. Demain, elle commencerait à dessiner les plans de sa propre maison dans cette vallée. Une maison où résonneraient bientôt les rires de ses futurs enfants, où se mélangent les accents italiens et français, où l'amour véritable aurait enfin trouvé son territoire. 3 ans plus tard, 25 décembre 2026. Les premières neiges de l'hiver saupoudraient délicatement la vallée toscane où s'élevait maintenant la maison que Léa avait conçue. Architecture révolutionnaire mêlant tradition italienne et innovation écologique, elle était devenue un modèle mondial de construction durable. Mais ce matin de Noël, cette merveille architecturale n'était qu'un écrin pour un bonheur plus précieux encore. Léa se réveilla dans les bras d'Antoine, sa main posée sur son ventre arrondi. Dans 4 mois naîtrait Elena, leur première fille. Le prénom s'était imposé naturellement, comme un hommage à celle qui avait tout rendu possible. Par la baie vitrée, elle aperçut Marco qui préparait le petit déjeuner sur la terrasse couverte, aidé par Camille et son nouveau compagnon, David, un architecte humanitaire qu'elle avait rencontré lors d'un reportage en Syrie. Julien et Sophie arrivaient de France avec leurs familles respectives, et les jumeaux Martin et Clara avaient conduit toute la nuit depuis l'Alsace. Cette vision la bouleversait toujours. 3 ans plus tôt, elle n'avait personne. Aujourd'hui, elle était entourée d'une famille choisie, unie non par le sang mais par l'amour authentique et les épreuves partagées. Son téléphone vibra. Un message du président de la République italienne la fit sourire. « Félicitations pour votre nomination au prix Nobel de la paix. Votre travail de reconstruction des Abruzzes a inspiré le monde entier. » Le projet des Abruzzes avait effectivement dépassé tous les espoirs. En 2 ans, Léa et son équipe de jeunes architectes avaient reconstruit 3 villes détruites selon des principes révolutionnaires, zéro émission carbone, intégration parfaite au paysage, et surtout, implication totale des habitants dans la conception de leur futur foyer. Le modèle, Rossi, était maintenant appliqué dans 20 pays. Antoine descendit préparer le café pendant qu'elle prenait une douche. Dans la salle de bain au mur de travertin local, elle croisa son reflet et ne reconnut plus la jeune fille brisée du Noël 2023. Cette femme dans le miroir rayonnait de confiance et de sérénité. Ses cheveux noirs brillaient, son teint doré témoignait des heures passées sur les chantiers, et ses yeux portaient cette lumière particulière des gens qui ont trouvé leur mission de vie. La sonnette retentit. Léa descendit ouvrir et découvrit avec surprise un livreur qui lui tendait une enveloppe épaisse. « Madame Rossi-Mercier ? Courrier urgent de France. » L'expéditeur la glaça, prison de Fleury-Mérogis, Sylvie Dubois. Antoine la rejoignit, inquiet de son expression. « Tu veux que je l'ouvre à ta place ? » « Non. J'ai besoin de fermer cette page définitivement. » La lettre de Sylvie était longue, maladroite, écrite d'une écriture tremblante. Elle racontait sa thérapie en prison, sa prise de conscience progressive de l'horreur de leurs actes, et surtout, elle demandait pardon. Pas pour obtenir une réduction de peine, elle savait qu'elle resterait en prison encore 4 ans, mais pour apaiser sa conscience. « Léa, je sais que tu ne me pardonneras jamais, et je le comprends.
Mais je voulais que tu saches que je regrette chaque jour de t'avoir fait du mal. Tu es devenue une femme extraordinaire malgré nous, peut-être grâce à nous. J'espère que ta vie est maintenant aussi belle que tu le mérites. Léa replia la lettre lentement. Elle ne ressentait ni colère ni satisfaction. Juste une immense fatigue face à cette femme qui avait mis si longtemps à comprendre l'évidence. « Qu'est-ce que tu vas répondre ?» demanda Antoine. « Rien. Le pardon ne se demande pas, il se donne. Et moi, j'ai déjà pardonné depuis longtemps. Non pour elle, mais pour moi. » Ils rejoignirent la famille sur la terrasse où s'étalait un festin toscan somptueux. Camille immortalisait chaque moment avec son appareil photo, constituant l'album de cette famille recomposée. Ses reportages l'avaient menée aux quatre coins du monde, mais elle revenait toujours ici, dans cette maison qu'elle appelait maintenant « home ». Marco porta un toast au prosecco local. À Elena, qui nous regarde depuis le ciel, et à Léa, qui a transformé sa douleur en lumière pour le monde entier. Tous levèrent leurs verres, émus. Puis Julien prit la parole. « Léa, nous avons tous quelque chose à t'annoncer. Nous avons créé un fonds commun avec nos héritages récupérés. Nous voulons financer une école d'architecture gratuite pour les enfants défavorisés du monde entier. Tu veux bien en être la directrice ? » Les larmes montèrent aux yeux de Léa. Cette solidarité entre les anciennes victimes des Dubois la touchait plus que tous les prix et reconnaissances. « Je ne peux pas accepter d'être directrice. Mais je peux être votre première professeure. » L'après-midi se déroula dans la joie pure. Les enfants de Julien et Sophie couraient entre les oliviers, leur rire cristallin résonnant dans la vallée. Antoine et David discutaient de leur projet humanitaire commun. Marco racontait pour la 100e fois les anecdotes de l'enfance d'Elena. Au coucher du soleil, Léa s'isola quelques minutes dans le bureau qu'elle avait aménagé face aux collines. Sur son bureau trônaient 3 photos, Elena jeune architecte, le groupe de toutes les victimes le jour du procès, et Antoine le jour de leur mariage dans cette même vallée. Elle ouvrit son carnet et écrivit, comme chaque soir. 25 décembre 2026, chère Elena, il y a exactement 3 ans, je recevais les messages qui allaient détruire ma fausse vie pour construire ma vraie existence. Aujourd'hui, je porte ta petite fille, je dirige des projets qui changent le monde, et je suis entourée d'un amour que je n'aurais jamais cru possible. Tu avais raison dans ta lettre, il fallait que je me prouve d'abord qui j'étais sans l'argent. Maintenant, je sais qui je suis, Léa Rossi, ta fille, et je continuerai ton œuvre. Merci pour tout, maman. Antoine la retrouva, passant ses bras autour de sa taille épaissie par la grossesse. À quoi tu penses, ma belle ? Je pense que parfois, il faut perdre une fausse famille pour trouver sa vraie destinée. Ce Noël 2023 était le plus beau cadeau de ma vie. Ils regardèrent ensemble les étoiles qui s'allumaient au-dessus de la Toscane. Demain, Léa reprendrait ses projets révolutionnaires, ses cours aux jeunes architectes, sa mission de changer le monde un bâtiment à la fois. Mais ce soir, elle savourait simplement le miracle d'être devenue la femme qu'Elena avait rêvé qu'elle devienne, libre, forte, aimante, et enfin chez elle.